Rencontrer Valérie, une femme solaire qui a traversé un cancer du sein, vécu une tuméroctomie et qui subit actuellement une chimiothérapie et une hormonothérapie longue durée, et tout cela sans jamais perdre son sourire, sa féminité ni sa joie de vivre. Toujours pomponnée, coquette, résolument girly, elle prouve qu'on peut rester soi-même malgré la maladie. Un témoignage fort pour toutes celles qui un jour ont cru perdre leur féminité, leur corps, leur confiance. Un épisode pour retrouver l'envie, la force, l'espoir et peut-être un peu de lumière. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Salade de crabe, message d'espoir. Vous y retrouverez des récits forts, vrais et profondément vivants. Vous êtes en post-cancer ou en plein parcours cancer? Vous vous sentez parfois seul, invisible, épuisé ou en quête de sens après cette épreuve? Alors cette saison est pour vous. Car chaque épisode de Message d'espoir vous emmènera à la rencontre de femmes qui, tout comme vous, ont connu la peur, la douleur, la perte d'espoir, mais aussi la reconstruction, le courage, la créativité, la renaissance. Il y aura des témoignages sensibles, des inspirations concrètes et cette force silencieuse qui nous relie toutes. Parce que vous n'êtes pas seul, parce que vos émotions sont légitimes et parce qu'il est grand temps de faire entendre nos voix. Alors, abonnez-vous, écoutez et partagez, parce que chaque écoute peut changer une vie. Bonjour Valérie et merci d'avoir accepté de témoigner de ton parcours sur cet épisode de Salade de crabe. Bonjour Françoise, je suis ravie de participer à plusieurs titres parce qu'on se connaît et puis parce que ça me paraît important de témoigner aussi du parcours et de pouvoir aider certaines personnes qui vont écouter cet épisode et les autres et voilà quoi. Et puis le partage c'est aussi un petit peu ma vie, tu le sais, hein, donc voilà, c'est avec grand plaisir. Oui, et moi de même. Et puis bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur cet épisode. Donc là, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Valérie, dont j'ai fait la connaissance il y a quelques mois lors de ma première cure à La Roche-Posay, qui était peut-être la tienne également, cure post-cancer et spéciale peau cicatrice. Oui, c'était ma première cure également. Et quand je suis arrivée à La Roche-Posay, j'ai un petit peu parlé de mon projet, de faire connaître, de parler. Et tout de suite, les accueillantes de la cure m'ont parlé de toi. Et elles m'ont dit, ah, mais on a une dame qui fait un podcast. Je vais lui demander si je peux vous donner ses coordonnées. Et puis, la rencontre s'est faite fortuitement sur les marches. En haut des marches à l'entrée de la cure, à l'entrée du pavillon de la cure, et je t'ai interpellée parce que j'avais regardé un petit peu tes podcasts et je connaissais ton visage. Et voilà, l'histoire est partie comme ça et c'est le début d'une belle rencontre et je pense d'une belle amitié aussi. Oui aussi, parce que quelque part, nous nous sommes reconnus au-delà de notre parcours, au-delà de tout ce que nous avions vécu, parce que c'est ça aussi le cancer, c'est ça aussi les cures, c'est ça aussi les endroits où nous nous rencontrons entre malades et pas que. C'est le fait de pouvoir se parler sans phare, sans avoir besoin de faire attention à ce que l'on dit, dire des fois ça va, des fois ça va pas, et puis tout comprendre sur un clin d'œil, sur une mine un peu défaite, sur un oh j'ai mal dormi. Et Mm, c'est génial d'aller plus loin et de se dire il y a également une vraie sororité qui existe et que l'on peut mettre en place. mm. Donc là, bien, merci d'avoir répondu. Donc tu es ma deuxième interviewée dans le cadre de cette nouvelle série qui s'appelle Partage d'espoir. Parce que justement, j'ai à cœur de montrer à toutes celles qui malheureusement vivent ou vivront le cancer, notamment le cancer du sein, qu'il y a autant de parcours que de femmes, mais que l'espoir est toujours là. Et que même si quelquefois on n'est pas guéri, bien, on peut avoir une très belle vie et que la vie est belle malgré tout. Donc, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Alors moi, je m'appelle Valérie, j'ai 53 ans et mon cancer est intervenu à un moment de ma vie où je me suis retrouvée sans travail. Donc le challenge, il était plutôt double. C'était soigner ma santé et soigner aussi mon psychisme en même temps, puisque malade et sans travail, bah, c'est quand même très compliqué. Donc j'ai beaucoup bataillé. J'ai été opérée, donc j'ai un cancer hormonodépendant du sein gauche qui a été opéré au mois de mai 2023. Ensuite, j'ai eu de la chimiothérapie, 16 séances avec du HEC et puis du Taxol. Et puis ensuite, j'ai enchaîné par 33 séances de radiothérapie, à l'issue desquelles j'ai été mise sous hormonothérapie et a priori, ce serait à vie, puisque je suis un sujet qu'on appelle jeune en fait. Et là, je suis encore sous chimiothérapie comprimée pour une période encore d'un an, puisque j'avais 2 ans à faire de chimiothérapie comprimée en complément de l'hormonothérapie. Voilà. Et actuellement, bah, je suis ce que le médecin dit en rémission. Bah, bon, ça fait que 2 ans, mais voilà. Et là, je suis en recherche d'emploi. Donc la vie reprend son cours et à son rythme, à son rythme. Donc de très très bonnes nouvelles, parce que c'est vrai, quand Ouais. on entend le mot rémission, ça fait du bien. Mm. C'est l'aboutissement du parcours, hein. On se dit voilà, la rémission, c'est pas la guérison, on est bien d'accord, mais on sait que ce qu'on a fait et tout ce qu'on a donné comme effort et comme énergie alors il y en a qui vont dire la bataille, le combat. Moi, je vais dire dans cette expérience de vie que le cancer m'a donnée, toute cette énergie que j'ai mise, elle a été riche d'enseignements, elle a été riche de rencontres, elle a été riche de plein de choses. Et de parler de rémission, effectivement, c'est plutôt se dire ah j'ai réussi un truc. Tout à fait. Alors moi, j'ai un autre aspect sur le sujet, parce que bon, comme tu sais, moi j'ai traversé 3 cancers, sein et poumon, Oui, et dès le début, après l'opération, on m'a dit c'est terminé, et moi dans ma tête, j'ai dit ils sont guéris. Ce qui n'empêche pas que mon corps puisse en développer d'autres, mais ça, on verra plus tard. Et c'est le cas de, bah, malheureusement, de chacune d'entre nous, que nous ayons eu un cancer ou pas, il y a toujours un risque, si minime soit-il, bon, peut-être un petit peu plus tout grand à pour fait. nous, mais pas forcément. Mmh, Une femme sur 5 développera un cancer dans sa vie. Il ne faut pas l'oublier. 200 femmes par jour en France découvrent mmh. qu'elles ont un cancer. Donc ces chiffres sont très très lourds, mais ben, c'est simplement une réalité et que le cancer est maintenant une maladie comme les autres, qui n'a plus ce poids, vraiment, cette lourdeur. Donc toi, comment as-tu vécu ce moment-là? Combien de temps cela a-t-il duré? Alors, je vais commencer par parler de l'annonce si tu veux bien parce que, j'ai travaillé jusqu'au 10 mars 2023 et j'ai fait ma mammographie, des 50 ans. En fait, une mammographie de contrôle pour moi parce que j'en faisais tous les 2 ans depuis l'âge de 40 ans, parce que voilà, pour me suivre, hein, tout simplement. Et le 11 mars 2023, mammographie de contrôle et là, c'était mauvais. Donc, j'ai d'abord accusé le coup. J'ai la chance d'être du milieu médical, hein. Je suis infirmière de formation et je connais beaucoup de médecins, et en l'occurrence un médecin qui est un ami et à qui je me suis adressée très rapidement avec mon compagnon pour savoir comment faire les choses. Non pas que je voulais des passe droits, mais au moins je voulais de l'information, puisque le radiologue ne m'en avait pas donné. Il m'a dit c'est moche, c'est tout. Il m'a dit c'est moche, c'est moche. Et moi je suis restée avec ce c'est moche, il faut faire une IRM. Donc les clichés, je les ai envoyés à ce médecin et c'était le dimanche matin et le dimanche à 17h30, il m'a dit écoute Valérie, je t'attends à 9h dans mon service. On va faire une biopsie tout de suite, on va pas attendre. Et je pense que c'est une chance dans ma vie d'avoir ces personnes-là, puisque les choses se sont accélérées à partir de ce moment-là. Oui. Euh, voilà, la biopsie a été effectuée par un radiologue interventionniste qui lui a posé un mot. Il m'a dit, mais Madame Minier, c'est un cancer. Et il m'a dit, voilà, euh, c'est pris à temps, vous allez faire ce qu'il faut, mais c'est un cancer. On va le confirmer avec la biopsie. Donc là où les mots n'étaient pas posés depuis 3 jours, bah, j'ai eu la chance qu'ils soient posés très rapidement. Et puis ensuite, bah là, j'étais anéantie, hein.
Franchement, ça a été un choc, mais parce que je me retrouve 53 ans, pas d'emploi, malade, une maison à payer, un enfant qui fait encore des études, et je me suis dit comment je vais faire. Alors j'ai un compagnon hein, qui est très très présent, qui lui avait compris dès le départ, mais moi j'étais dans cette phase un petit peu de déni au départ, en me disant bon ils ont trouvé un truc, ça va être bénin, blablabla. Et puis finalement, j'ai rencontré mon gynécologue parce que j'avais anticipé des rendez-vous. J'ai rencontré des médecins qui m'ont dit ah bah Valérie, on a un problème là. Oui bah oui, on a un problème. Mais c'est pas un gros cancer, vous inquiétez pas, c'est un truc pas grave. Allez, une petite intervention chirurgicale et puis un coup de radiothérapie et puis voilà. On ça sera réglé. Et moi, je suis partie dans cet espoir-là. Donc, le 30 mai, on prévoit l'intervention chirurgicale à Limoges, puisque j'ai choisi de me faire suivre sur Limoges. Hein, c'est en proximité de chez moi. Et puis là, bon, on fait l'intervention, tout se passe bien. Et puis un mois après, j'ai la consultation de post-opératoire hein, pour vérifier la cicatrice. Et là, bah, tout allait bien, la cicatrice était jolie, tout avait bien réagi. Sauf que là, le médecin s'assoit, il me dit bon, maintenant il va falloir qu'on parle parce que c'est pas du tout ce qui était prévu de ce qu'on a trouvé. On a trouvé effectivement une lésion un cancer canalaire infiltrant, une lésion de 3 centimètres, puis on a trouvé une micrométastase, puis on a trouvé 6 ganglions qui étaient tous infectés et certains étaient en rupture capsulaire. Donc ça voulait dire que le cancer était en train de se répandre très très vite. Hein. Ça a été en 2 mois. Je pense qu'à partir du moment où on a découvert ce cancer, il s'est autorisé à flamber en fait. Pour la petite histoire, j'avais 0 signe, pas de rougeur, pas de douleur, pas de grosseur. Quand je Tu fais peux ma te toilette, palper. j'ai pas de gants, donc je me palpe très 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 régulièrement. Je n'ai rien trouvé. Et mon gynéco, quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé de me palper les seins pour être sûre que je n'étais pas passée à côté de quelque chose. Et là, il m'a dit non, Valérie, je ne sens rien. Donc c'est en ça que j'invite les femmes à faire des mammographies parce que le dépistage, l'autopalpation c'est très important, mais la mammographie rien ne la remplace. Voilà. Et puis il y a eu cette phase de creux parce qu'il y a l'annonce où on te dit bah voilà c'est un cancer. On n'a pas trouvé ce qu'on espérait, donc ça veut dire chimiothérapie, ça veut dire radiothérapie, ça veut dire plein de choses. Et puis j'avais les cheveux jusque là, moi. Hein. J'avais les cheveux très longs, très blonds. J'étais très attachée à cette image. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais le crabe, moi, je le mange en mayonnaise dans mon assiette. C'est pas lui qui va me manger. Donc après ce moment d'effondrement en fait qui est classique et normal parce que c'est quand même pas une bonne nouvelle, mais voilà. Mais j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit bah non, toi le crabe, c'est moi qui vais te bouffer, c'est pas toi qui vas me manger. Donc voilà. Dans le vécu, ça a été plutôt ça. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tu as vraiment eu ce sursaut d'énergie et cette énergie de vie, cette énergie de survie, cette énergie de bataille. C'est ça. Mais ça fait partie de ma personnalité. C'est-à-dire que Oui. dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, tout ce qui va m'arriver de négatif ou de choses que je vais échouer parce que bah, je réussis pas tout. Hein, on a des échecs dans la vie. Je ne prends pas ça comme des échecs. Je prends ça comme des expériences. Et ce cancer, eh bien, je l'ai pris comme une expérience dès le départ. Avec bien sûr des hauts débats, hein, on va pas se leurrer. Je suis pas tout le temps pampidop, mais d'un naturel plutôt optimiste et peut-être parfois, je pense que je suis trop optimiste et peut-être que c'est de l'inconscience, mais je pense que c'est ça qui m'a aidé à avancer, qui m'a préservé. En me disant, ben non, finalement, on meurt plus du cancer du sein, on va se soigner, on va faire ce qu'il faut. Ça va être dur à accepter parce que voilà, mais euh, mais je le fais et je le fais à fond et comme il faut. Oui. Et tu n'as pas eu cette pensée de mort quand tu l'as entendu. Non, c'est je vais me battre et je vais m'en sortir. Absolument pas. J'ai jamais pensé à la mort. Les gens autour de moi ont entendu le mot cancer, ma famille, mes parents, mes enfants hein, aussi, mais moi je n'ai jamais pensé à la mort. Je me suis jamais dit c'est un truc qui va me tuer parce que
peut-être de façon prétentieuse, je me sens plus forte que ça. Oui, mais de toute façon, notre mental a un impact énorme sur nos ressentis, sur notre physique, sur notre manière de réagir aussi au traitement, même si ce n'est pas toujours, comme tu dis, la joie tous les jours. Ouais, Et, c'est tout à fait ça. et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Si tu devais regarder en arrière, le ou les moments qui ont été vraiment les plus durs à surmonter. Eh bien, le moment le plus dur, ça a été l'annonce. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, je me retrouvais sans travail et malade. Donc, le plus dur, c'était de se dire comment je vais vivre. C'était pas je vais mourir, c'est comment je vais vivre, comment je vais survivre, financièrement, physiquement, psychiquement. Donc, mon compagnon m'a dit mais t'inquiète pas, je suis là. Et puis très rapidement, j'ai pris contact avec. J'avais rendez-vous le lendemain de mon intervention, le 1er juin 2023, avec l'assistante sociale de mon secteur, de la CARSAT, avec qui on a fait tout ce qu'il fallait pour euh, pour que les choses se passent le mieux possible. Donc, dès le départ, je suis allée de l'avant en fait. J'ai cherché des interlocuteurs, j'ai pas cherché à me renseigner plus que ça sur la pathologie parce que en soi, c'est pas ce qui m'importait. Ce qui m'importait, c'était comment je vais vivre avec ce truc et comment je vais pouvoir avancer dans ma vie et comment je vais faire pour lui couper l'herbe sous le pied en fait à ce machin. Comment faire Hein, au mieux? voilà. Et tu parlais de Au ton mieux. compagnon, justement, comment lui a-t-il réagi? Comment ça s'est passé entre vous? Enfin, son aide, a-t-il été plus malade que toi? Et y a-t-il eu des... Enfin, Alors raconte-nous, lui, il a si tu veux tout de bien. suite compris. En fait, il a tout de suite compris quand je suis rentrée de ma mammographie en lui disant faut que je fasse une IRM et je me suis effondrée dans ses bras. Je savais ce que c'était, je savais pourquoi, mais le mot n'était pas posé. Et pour moi, un mot, les mots ont leur importance. Quand on ne pose pas de mots, c'est laisser la porte ouverte à plein de choses et c'est d'autant plus inconfortable. Donc Oui. moi, quand je lui ai dit voilà, j'ai fait ma mammographie, il faut que je fasse une IRM et je me suis effondrée, il a tout de suite compris. Il m'a dit, moi, je savais. J'ai tout de suite compris ce que c'était. Et c'est pour ça qu'on a contacté notre ami qui est médecin. Moi, j'étais encore un petit peu dans le déni. Je me suis dit, non, mais ils ont trouvé un truc, ça se trouve, je dramatise, et puis voilà, quoi. Enfin, c'est un tout petit machin, c'est rien du Enfin, tout, c'est bénin. déni, mais aussi une forme d'espoir. Tant que c'est pas Oui, posé, on n'est pas sûr que ce soit un cancer. Et c'est vrai exactement. il y a tout, je dirais, le poids de l'inconscient qu'on apporte depuis, je sais pas, 20, 30, 40 ans, du cancer, qui est une longue et douloureuse maladie qui tue les gens. C'est vraiment comme ça quand on entend cancer, ce qui vient en premier aux gens. C'est ça. Ce qui vient en premier aux gens, c'est la mort. C'est la fin de ta vie, c'est la fin de tout. Tu peux plus travailler. C'est l'image de la personne tout amaigrie, sans cheveux, qui peut plus marcher, qui est au fond d'un lit, qui est dans la souffrance extrême. Voilà, ça c'est l'image du cancéreux basique, j'ai envie de dire. Sauf que dans le cas du cancer du sein, c'est plus ça. Et fort heureusement, alors forcément, on perd ses cheveux parce que la chimiothérapie est extrêmement agressive, hein, mais j'ai toujours pensé que je serais plus forte. J'ai cette prétention de me dire, quand il m'arrive une épreuve dans la vie, je vais la surmonter et ça me servira pour l'avenir, en fait. Tomber 3 fois, se relever 4. Exactement. Mais c'est pas, tu penses pas si bien dire parce que l'univers m'a envoyé des signes avant. J'ai fait un premier burn-out en 2018. J'en ai fait un deuxième en 2021. Donc l'univers m'a dit un premier stop et puis un deuxième stop. Et puis comme je comprenais pas, il m'a dit bah là, tiens, voilà, je te mets un grand grand stop et tu vas être obligé de te reprendre en main et de t'occuper de toi avant de t'occuper des autres. Parce que voilà, moi je suis comme ça, je m'occupe des autres avant moi, donc Et toi, je ris parce que moi aussi, j'ai eu droit à l'épisode burn-out, dépression et cancer, tout ça à la suite. Donc, mesdames et messieurs aussi, si vous nous écoutez, si jamais vous faites burn-out, dépression, prenez bien soin de vous et regardez ce qui ne va pas dans votre vie. mm, Échangez-le avant que l'univers se charge de vous le faire changer par force et dans la exactement. douleur. Ouais, ouais. Et donc, tu as été opérée tuméroctomie ou mastectomie?
Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir, alors je vais dire la chance parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas cette chance-là. J'ai eu une tumorectomie et la chance, double chance que j'ai eue, c'est que je n'ai qu'une seule cicatrice par laquelle ils ont pu enlever la tumeur, la micrométastase et les ganglions. Donc je n'ai qu'une seule cicatrice sur le sein gauche qui a été conservée, alors qui est un peu différent parce que bah il y a il y a forcément une perte de matière, il y a forcément les muscles qui agissent différemment, mais pour moi j'estime que c'est une chance parce que bah il y a des femmes pour qui c'est la mastectomie obligatoire, pour qui l'ablation de la tumeur nécessite une ouverture plus grande des seins. Moi, ma cicatrice, si je porte un soutien-gorge ou une brassière, elle se voit pas. Donc là, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, comment as-tu vécu donc cette tumérectomie, donc tu viens d'en parler, et la perte de tes cheveux? Parce que souvent, c'est ça qui choque le plus les femmes, cette perte de leur féminité, puisque dans notre monde actuel, on associe les seins, les cheveux longs au fait d'être femme. Ouais, tout à fait. Alors quand l'oncologue nous a rencontrés avec mon compagnon, la première question c'était est-ce que vous êtes ménopausée? Est-ce que je reprends un peu le fil de l'histoire, mais Oui, est-ce que vous avez une contraception, etc. Donc moi je lui annonce que j'ai plus de contraception depuis 2 ans parce que j'étais en périménopause et je voulais que mon corps se sèvre d'hormones artificielles pour pouvoir vivre sa ménopause de la meilleure façon qui soit. Et là, lui, ça lui a bondi dans la tête à tel point qu'il m'a dit mais non mais il faut pas tomber enceinte. Donc bah moi je lui ai dit non, hein, 52 ans je vais pas tomber enceinte. Et comme ma réponse lui plaisait pas, il a regardé mon compagnon en lui disant avec son petit doigt comme ça, monsieur, va falloir acheter des préservatifs. C'est dire à quel point c'est un homme, hein, mon oncologue, c'est dire à quel point il avait la pétoche qu'il m'arrive un truc. Enfin voilà, qui a un enfant. Après, j'ai envie de dire, il m'a annoncé qu'il y aurait de la chimiothérapie. Donc, il m'a dit là, vous êtes jeune, on va pas prendre de risques, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de récidive. Donc, on va passer par de la chimiothérapie. Votre cancer est très agressif puisque en 2 mois, il a flambé en fait, hein. Donc, on va être très agressif avec lui. Et il m'a dit, vous allez avoir une première chimiothérapie le 1er août et dans les 15 jours, vous perdez vos cheveux. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai fait, c'est Valoche que tu as en face de toi, elle est plus maligne que tout le monde. Non, 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 je vais pas perdre mes cheveux. Il m'a dit par contre coupez-les parce que comme je te dis, j'étais là, donc je me suis retrouvée avec un petit carré court. Ça tombait bien, c'était l'été, donc ça faisait une petite coupe d'été sympathique. Et là, je suis partie en stage de bien-être dans une association à côté de chez moi pour les femmes qui ont des cancers. Et bah, 1er août, première chimio que j'ai très bien vécue. Et puis 16 août, la deuxième chimio était prévue. Le 13 août, je commençais à perdre mes cheveux, j'avais très mal à la tête, enfin mal aux cheveux en fait. Quand on dit on a mal aux cheveux, c'est que ça gratte, c'est inconfortable et c'est très très désagréable. Donc les femmes qui m'entouraient, c'est des femmes qui ont eu des cancers aussi, qui m'ont dit mais Valérie t'inquiète pas, j'ai des cheveux partout. Enfin c'était vraiment l'horreur. Et elles m'ont dit non non mais t'inquiète pas. Et le 15 août, j'ai appelé mon amie qui est coiffeuse et qui est venue me raser les cheveux chez moi. En amont, j'avais acheté une prothèse capillaire qui correspondait parfaitement à ma coupe de cheveux. Enfin, j'ai eu la chance de trouver aussi cette prothèse. Elle m'a rasé les cheveux. Mon compagnon était là. Il était à côté de moi. Il était décomposé. Et puis, elle m'a posé la prothèse tout de suite pour que je me voie avec la prothèse et que je me voie pas sans cheveux. Donc, l'après-midi s'est passé comme ça s'est terminé comme ça. Mon compagnon est parti. Et dès qu'il a été parti, j'ai enlevé la perruque. Je l'ai virée et je me suis prise en photo avec Snapchat, avec des filtres, avec des machins. Et j'ai adoré ma tête. Franchement, j'ai adoré ma tête sans cheveux. Je me suis aimée. Et je me suis aimée parce que tout de suite dans ma tête, le rapport bénéfice-risque qu'il a été fait, c'est-à-dire que je ne perdais pas mes cheveux parce que j'étais malade, et ça c'est une notion qui est extrêmement importante à mon sens. On ne perd pas ses cheveux parce qu'on est malade, on perd ses cheveux parce que le traitement est efficace. Et quand ça s'installe dans la tête, eh bien la notion de perte de cheveux, elle est tout autre, elle est vécue autrement. Et moi, j'ai très bien vécu de plus avoir de cheveux. Par exemple, mes enfants
ont eu beaucoup plus de mal, notamment mon fils aîné. Mais sinon, moi, je sortais avec des bonnets, des machins, pour préserver le regard de l'autre, pas pour moi, en fait. Donc, cette perte de cheveux, moi, elle me disait, le traitement est efficace. Donc, c'est OK. Donc, c'est chouette. Voilà. Ouais. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très important que tu dis pour aider toutes ces femmes qui nous écoutent. Parce que pour beaucoup, c'est la fin d'un monde de voir ses cheveux tomber par poignée. Parce qu'il y a ce qu'on se dit avant et comment on le dit, on le vit. Et toi, Mm. tu l'as pensé comme ça avant, ou tu l'as vécu comme tu l'avais pensé, ou tu l'as peut-être pas imaginé auparavant? Alors, avant, je m'imaginais pas sans cheveux. Quand on parlait de Valérie avant, les gens, ils m'identifiaient avec, ah oui, Valérie, c'est la jeune femme, enfin la jeune femme, la femme blonde avec des grands cheveux longs. Et c'était mon identité, mes cheveux. Donc effectivement, se dire, je vais plus avoir cette identité-là, ça a été quelque chose au départ de bizarre. Enfin, moi, quand le médecin m'a dit, vous allez perdre vos cheveux, mais le monde s'est écroulé autour de moi. Et puis j'ai réagi très vite. Mais c'est mon caractère aussi. Peut-être parce que je suis infirmière, que j'ai certaines connaissances, mais surtout parce que je positive tout. Dans chaque épreuve, je cherche le positif. Qu'est-ce Mm. que ça va m'apporter? Eh bien, j'ai perdu mes cheveux, c'est parce que le traitement est efficace. Voilà, quand- j'aime vivre les choses de façon positive. Parfois, c'est difficile, effectivement. Il y a de la fatigue, il y a des baisses de morale. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce que voilà. Et en même temps, bah, je me dis finalement, bah, si c'est que ça, parce qu'on s'en fait tout un monde, mais en fait, la perte des cheveux pour moi, c'était que ça au milieu de tout le reste. Finalement, c'était pas si important. Oui, enfin, dans tous ces traitements, ce qui est important, c'est le sens que l'on y met. Pour certains, Mm. c'est ne plus travailler, pour d'autres, c'est faire du mal à sa famille, à son compagnon, à ses enfants. Enfin, il y a tellement de choses qui s'intriquent les unes dans les autres que chacune d'entre nous réagit d'une manière qui lui est propre, et c'est tout à fait OK. Oui, Et, tout à fait. et de justement de voir comment nous toutes nous réagissons de manière différente, ça peut aider les personnes qui nous écoutent et qui ont ça à vivre, de se dire, mais tout compte fait, c'est pas si important que ça. L'important, c'est ma survie. L'important, c'est de passer par-dessus cette maladie. Oui, tout à fait. Et puis pour aller un petit peu dans l'humour, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humour, et ben l'avantage c'est qu'on n'a plus de poils non plus. Alors on n'a plus de cheveux, mais on n'a plus de poils, donc il n'y a plus besoin de se raser les jambes, il n'y a plus besoin de se faire le maillot, il n'y a plus besoin de se faire sous les aisselles. Bon après le nez, on perd aussi les poils du nez, donc là c'est un peu plus difficile parce que et ça c'est pas expliqué en fait. On vous dit juste, on te dit juste tu vas perdre tes cheveux, on te dit pas tu vas perdre toute ta pilosité. Donc, bah, dans le nez, effectivement, les poils, ils ont un rôle de filtre. Et moi, je me suis retrouvée avec des croûtes de sang tous les jours pendant la chimio. Je savais que c'était transitoire. Il suffit de mettre un peu de vaseline, un peu, voilà. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué à gérer, bien que moi, je me suis toujours maquillée et même en étant malade, c'est la perte des sourcils et la perte des cils parce que c'est quand même l'identité. Sur le visage, c'est la première chose qu'on voit. Après, enfin, d'abord les cheveux, puis après les cils et les sourcils, et c'est ce qui donne la personnalité. Mais moi, je me suis toujours maquillée pendant tous mes traitements et avant et après. J'ai appris à me maquiller autrement. J'ai trouvé des astuces. Et puis, bah, c'est passé comme ça. Enfin, je me suis beaucoup plus maquillée. J'ai accentué le regard sur les yeux. Je mettais des rouges à lèvres extrêmement rouges. Je mettais des grosses boucles d'oreilles, bah, comme là ce soir, tu vois, j'ai des grosses boucles d'oreilles parce que j'aime ça, parce que c'est ça qui va attirer l'œil et c'est pas le fait que tu n'as pas de cheveux et que tu es malade, en fait. Ah oui, mais la beauté est C'est plurielle. Tu peux être belle sans cheveux, sans cils, sans sourcils. tout à fait, tout à fait, Et il faut tout à arrêter de fait. voir une femme bah, comme les codes de la société le disent, avec des cheveux, avec des poils partout, longs et courts. Bah oui, non mais c'est la réalité du terrain, j'ai envie de dire. Ouais. Quand je te dis on n'a plus de poils nulle part, il y a plus de poils nulle part. Donc on se Donc, retrouve. tu es C'est un redevenue avantage quelque part, c'est vachement bien. prépubère. Tu as Ben oui, retrouvé ton quelque corps part. de 10 ans.
Bon, ben, pas tout C'est à ça. fait. Alors économie de rasoir, économie de tous les produits, voilà. Par contre, alors à contrario, ça nécessite aussi d'avoir des produits, des produits sanitaires qui sont vraiment très spécifiques. Moi, j'avais opté pour la marque de La Roche-Posay, hein, avec des savons spécifiques sur gras pour la peau, parce que bah, en fait, la chimiothérapie, ça va tuer toutes les cellules à reproduction rapide. Donc tout ce qui est les phalènes, ce qu'on appelle les phalènes, hein, les poils et les cheveux, ça va attaquer les ongles et ça va attaquer aussi la peau qui se régénère. Donc la peau va sécher, les muqueuses, et donc ça nécessite d'utiliser des produits très spécifiques sur gras, adaptés au pH de la peau qui change, pour pouvoir avancer et préserver ce qui est son capital peau, son capital Oui. vie en fait. Hein. Sans parler des produits anti-solaires, comme on voit en ce moment, Exactement. mais y compris l'hiver, parce que les UV sont là, même si on ne les voit Mm, pas, même si on ne les sent pas. tout Bon, à moi, fait. je n'ai eu que la radiothérapie, mais j'ai vu ce côté fragilité de la peau, puisque j'avais tout le torse qui était irradié. Et Mm, puis aussi, bien malgré tout, les traitements qui sont là et qui fragilisent, hein. mm, mm. Tout à fait. Et c'est extrêmement important. Moi, je faisais pas attention aux UV avant. Enfin, j'y faisais attention, mais sans Oui, vraiment y prêter attention. Voilà. Alors que maintenant, quand je me maquille le visage, par exemple, je vais commencer par mettre une base hydratante. En l'occurrence, les produits qu'on a eu en cure à La Roche-Posay. Hein. Et puis, je fais pas de pub, mais c'est ceux que j'utilise. Donc voilà. et puis c'est une réalité, hein. Voilà, c'est ma réalité. Donc je mets ça en base et puis ensuite je pose Mon filtre ma solaire. crème anti-UV, mon filtre solaire. Alors j'ai opté pour un filtre solaire un peu coloré en fait. Donc quand quand je suis un peu fatiguée, un peu blanche, et ben hop, ça rehausse le teint. Et puis voilà, tout simplement. C'est des petites astuces, ça protège, ça rehausse le teint. Après on met un bout de maquillage vite fait comme ça sur le gaz et on a tout de suite meilleure mine. Oui. Alors moi, je n'ai pas connu ça, le maquillage, parce que j'étais tellement fatiguée, j'avais envie de rien. J'étais vraiment, comme disent nos amis canadiens, je m'habillais en mou. Et puis Mmh, bon, j'avais des cicatrices partout, dans le dos, sur les deux seins, enfin. Donc c'était vraiment des choses faciles à enfiler, qui serraient pas. Et mmh, puis aucune envie de me maquiller, de m'épiler, parce que j'avais pas l'énergie pour ça. mmh mh. Oui, Mais tu oui, m'as bah, re- comment dire, reconverti au maquillage. Grâce à toi, grâce à notre rencontre, le plaisir de me remaquiller que je n'avais pas depuis plusieurs années parce que je m'en foutais, parce que j'étais trop HS, parce que j'y arrivais pas. Et justement à ce sujet-là, je voulais vraiment passer le mot, demander dans vos hôpitaux, il y a souvent des socio-esthéticiennes. Moi, je ne l'ai appris par hasard et trop tard. Donc, demandez à votre espace, espace santé, espace cancer. Ce sont des professionnels de l'esthétique qui, justement, vous apprendront eh bien, à vous sentir plus belle, à prendre soin de votre peau, de vos cheveux, de ce mmh, qu'il en reste, de vos ongles, qui vous donneront tous les conseils. ouais. Effectivement, et puis alors, il y a dans les hôpitaux, et puis il faut savoir aussi que à l'extérieur de l'hôpital, il y a dans tous les départements les dispositifs d'appui santé, hein, qui s'appellent les DAC, dispositifs d'appui santé, d'accompagnement coordonné. Enfin voilà, il y en a dans tous les départements qui proposent des soins d'accompagnement, donc notamment des socio-esthéticiennes, et c'est gratuit, c'est pris en charge par l'ARS. Donc ça, il faut pas se priver. Moi, je sais que je suis dans le Berry, donc c'est l'appui santé Berry. J'ai droit à 5 séances de psychologue, j'ai droit à 3 séances de diététicienne, 3 séances de socio-esthéticienne et un bilan de sport, un bilan de sport adapté en fin de prise en charge. Mais c'est des choses qui sont renouvelables. C'est-à-dire que moi, j'en suis à mon troisième ou quatrième cycle dans ce dispositif. Et en fait, euh, à la fin de mes soins du dur, à la fin de la radiothérapie, j'ai dit à à ma socio-esthéticienne, j'ai dit bon bah écoutez, on se verra plus parce que j'ai fini mes soins et maintenant je vais passer sous comprimé et
je me sens plus légitime de demander votre aide. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, Valérie, c'est maintenant que tu vas avoir besoin. C'est maintenant que tu vas te sentir seule. Parce que pendant toute la maladie, pendant tout le dur, la chimiothérapie, la radiothérapie, on est accompagné. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le move. La radiothérapie, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, c'est se lever, c'est prendre l'ambulance, c'est aller faire la radiothérapie. La chimiothérapie, bah, c'est tous les 15 jours pour ma part au départ, hein, pendant 2 mois. Et après, c'est toutes les semaines. Mais ma vie, elle était jalonnée par les prises de sang, la radiothérapie, les contacts avec l'hôpital, etc., etc. Donc, la vie, elle est rythmée par la maladie. En fait, c'est la maladie qui prend le contrôle Oui, et le traitement qui totalement. prend le contrôle. Et à la fin de tout ça, il n'y a plus rien. Du jour au lendemain, on n'est pas préparé. On n'est absolument pas préparé. On vous dit, bah, aujourd'hui, c'est la dernière séance de chimiothérapie. Vous allez commencer la radio. Et puis, à la fin de la radiothérapie, on m'a dit, bah, c'est la dernière séance. Merci, au revoir. Et moi, je deviens quoi au milieu de tout ça? Et c'est ça qui est horrible, c'est que comme je disais, on n'est plus libre de son temps. Vraiment, on est Mm, pris en charge de A à Z. On vous dit quoi faire, quand le faire. On, on vit suivant l'agenda des médecins, enfin des traitements, des mm. examens, de tout ça. Et de jour au lendemain, comme tu disais, on vous dit, bon, bah, c'est terminé, revenez dans 6 mois. Et on C'est vous ça. lâche dans la nature. Et on ne vous Ouais. dit pas qu'il existe des structures, qu'il existe des associations, qu'il existe des aides Mm. post-cancer, ne serait-ce que par la Ligue contre le cancer, Oui. qui existe dans chaque département. Il y a Mm, plein mm. de choses, mais c'est à vous de faire l'effort d'aller vous renseigner. C'est Et ça ça. demande Et une énergie et des connaissances aussi. alors, ça demande beaucoup d'énergie pour les associations, etc., mais aussi de l'énergie pour se dire, attends, moi, je suis propriétaire de ma maison, il faut que je paye ma maison tous les mois, comment je vais faire? Donc, je vais contacter Ouais, ma banque, je vais aller voir l'assistante sociale, je vais saisir mon assurance maison, et tout ça, c'est chronophage. Moi, quand j'en parlais à ma psychologue de toutes les démarches que je faisais, contacter la mutuelle, savoir mes droits, parce qu'on a tous des droits ouverts dans les mutuelles quand on a un cancer, mais bah comme on n'est pas informé, ben on s'en occupe pas en fait. Moi, ma mutuelle, elle m'a permis d'avoir 50 heures de ménage. 50 heures de ménage que j'ai pu avoir pendant ma radiothérapie, ma chimiothérapie, c'est pas rien. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de m'occuper de ma maison. J'avais qu'à me reposer et profiter du temps que j'avais pour m'occuper de moi en fait, avec toute la culpabilité que ça m'a donné, hein, parce que je suis ouais. pas quelqu'un qui a l'habitude de se laisser aller, mais j'ai appris. Et puis oui, effectivement, de se dire que oui, il y a des choses qui existent pendant les soins, mais ces choses-là, elles continuent après les soins. Quand je dis pendant les soins, ça va être pendant la chimio, pendant la radiothérapie, mais on est tout à fait légitime de continuer ces prises en charge après, quand on a toujours un traitement. Moi, j'estime que je suis toujours en soins. Tant que j'aurai mon hormonothérapie, je l'aurai à vie, je serai en soins à vie. Voilà. Et je te rejoins vraiment parce que moi, je ne suis à mi-chemin normalement de mon hormonothérapie, puisque là, je viens de fêter mes 2 ans et demi et j'en ai encore autant à venir. Mais quand je vois tout ce que, enfin, moi, pour ma part, je subis, c'est-à-dire des douleurs aiguës dans toutes les articulations, Mm, qui me crée des réveils nocturnes. Donc je suis fatiguée le matin, je suis fatiguée la journée. Les douleurs maintenant, je suis sous patch de morphine. Donc quand j'en ai pas, j'ai mal. Quand c'est à la fin du patch, quand c'est au début du patch, eh bien je dors parce que je suis HS. Enfin, ça me fait Là, tu pas as voir besoin des de petits récupérer. éléphants. Ton, ton corps, il a besoin de récupérer. Ah, voilà, je vois pas d'éléphant rose, non, mais j'ai envie de voir les draps bleus ou les draps roses parce que je tiens plus debout au bout d'1 heure, je tiens plus debout au bout de 5 minutes d'être debout. Enfin, je ne peux pas physiquement rester statique. Enfin bon, il y a plein de choses, mais qu'on ne voit pas. Et les gens Mm, vous disent, ah bah t'as bonne mine, ah bah ça va bien, ah bah c'est terminé. Et donc il faut c'est vraiment ça. faire passer le message, ce n'est pas parce que les gros traitements sont finis tant que vous avez un autre traitement ou même tant que vous êtes en récupération, parce qu'on ne sort pas comme ça indemne d'un cancer, il y a tout un travail physique, puisqu'il faut récupérer des anesthésies, des chimios, des radios, des traitements, sans parler des hormonothérapies pour celles qui en ont. Et il y a aussi, on n'en parle jamais, du traitement enfin, mental ou psychique, parce que bah, il y a tout à reconstruire. Tout notre système de valeurs s'est effondré.
totalement. Ce qu'on croyait le plus important, on nous a toujours dit le plus important, c'est d'avoir du travail, de gagner de l'argent. Bien là, on se retrouve à se dire non, le plus important, c'est moi, c'est ma santé. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce que Tout à ça fait. t'a amené comme prise de conscience, cette Alors, si tu épreuve? veux, moi, enfin, je suis quelqu'un qui suis beaucoup tournée vers l'autre. Je suis infirmière de formation, je suis hypnothérapeute, relaxologue. Mais pour le coup, ces outils-là, je m'en suis pas servie parce que je me suis laissée faire. J'ai mis du temps, mais j'ai accepté de me laisser faire. De toute façon, j'avais pas le choix. Je pouvais pas lutter. Je ne pouvais pas lutter. Mais le fait est, c'est que tous ces traitements, tout ce qu'on subit, toutes les consultations, toutes les nouvelles qu'on nous apprend au fur et à mesure, parce qu'on nous dit pas tout d'un coup, hein, en fait. Il faut être clair. Moi, un coup, c'était la chimiothérapie, après c'était chimiothérapie plus radiothérapie, et puis après on m'a dit c'est chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie pendant 5 ans, et puis après pendant 7 ans, et puis après à vie. Et puis après, ça s'est terminé avec oh ben Madame Minier, vous êtes jeune, on va mettre toutes les chances de votre côté, on rajoute de la chimiothérapie pendant 2 ans comprimé. Donc tout ça, à chaque fois, c'est un coup de massue qu'on prend sur la tête. Il faut pouvoir l'incorporer, il faut pouvoir l'accepter en disant bah oui, c'est parce que j'en ai besoin et le médecin sait ce qu'il fait et fort heureusement. Mais le fait est, c'est que moi qui étais plutôt quelqu'un d'actif, sportif, je me traîne. Je me traîne. L'hormonothérapie me donne des douleurs dans les jambes. Et encore, j'ai de la chance. Je m'estime chanceuse parce que la première molécule a été la bonne et j'ai juste des douleurs sur les tendons d'Achille. Donc le matin au réveil, il faut dérouiller la machine et puis après c'est parti pour la journée. Par contre, il faut savoir que le corps va réagir au temps qu'il fait. On en parlait, Oui, Françoise, il n'y a pas très longtemps. Je suis partie 3 semaines en Martinique. Il y avait de la chaleur et de l'humidité, mais pour autant, j'ai eu aucune douleur pendant 3 semaines. Par contre, là, je rentre en France, le temps change, le temps devient humide, les pressions atmosphériques jouent sur le corps humain. On parlait des phases de la Lune, c'est pareil. oui, Les phases de la Lune, elles vont jouer. Alors, c'est pas de l'ésotérisme, hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, mais pour le vivre au quotidien, je peux en parler. Et je sais que si je bouge pas mon corps, mes douleurs, elles seront là et de plus en plus là. Donc, le remède contre la douleur, c'est le mouvement, oui. paradoxalement. Mais des fois, on n'a pas envie. Moi, je suis fatiguée. Ce matin, j'avais rendez-vous avec Oncogite. On en parlera un peu plus tard si tu veux, à 10 heures en visio. Je suis sortie du lit péniblement à 10 h moins 20. Je me suis vite fait ravaler la façade et voilà pour être un peu présentable en visio et faire ma séance. Enfin, je veux dire, il y a des moments où on fait des choses et on met du temps à s'en remettre. Le temps de récupération est beaucoup plus long. Les valeurs bougent, effectivement, comme tu disais. Avant, moi, j'étais quelqu'un qui me disait bah, mon travail mérite salaire et je vais pas bosser à moins de temps. Bah, j'ai revu mes prétentions à la baisse parce que mes prétentions ont bougé, mes valeurs ont bougé. C'est d'abord moi, ma vie de famille et le travail ensuite. Le travail, ça va être aujourd'hui, ça va être de l'alimentaire, ce que je vais faire. Clairement, même si je vais aimer ce que je fais, je sais que le travail, ça va m'apporter de l'argent pour vivre au quotidien. Mais c'est pas une fin en soi. Et toutes ces valeurs-là, elles bougent. Elles bougent. On se rapproche de sa famille, on se rapproche d'amis, ou on s'éloigne de certains autres. Moi, je sais que je sais que j'ai un cercle d'amis plutôt large, mais euh, c'est pas un tri qui s'est effectué, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai découvert des gens que je pensais être des connaissances, des copines, des copains que je connaissais comme ça et qui ont été plus que présents pour moi. En fait, voilà, c'est pas des gens que je voyais tous les jours, c'est pas des gens que je côtoyais tous les jours, mais quand ils ont su que j'étais malade, ils ont tous répondu présent, tous sans exception. Et ça, c'est ultra important. Et c'est d'autant plus touchant que c'est des gens pour lesquels je m'attendais pas. Je m'attendais pas à leur réaction. Ma copine coiffeuse, par exemple, quand je l'ai appelée en pleurant, je lui ai dit écoute Sandrine, il faut que je te dise, voilà, j'ai un cancer. Elle me dit oh là là Valérie, mais attends, moi je te laisse pas tomber, je serai là. Si tu perds tes cheveux, je vais t'accompagner pour trouver ta perruque, pour trouver ta prothèse, pour choisir avec toi, pour te conseiller sur comment entretenir ton cuir chevelu, etc. Mais c'est une chance. Alors que cette fille, je la connaissais parce que c'était ma coiffeuse pendant 30 ans et qu'elle est plus coiffeuse maintenant
Et puis, je me suis autorisée à l'appeler. Pourquoi je l'ai fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai fait. Et pour mon plus grand bonheur, parce qu'elle est toujours là. Et as-tu parlé as-tu dit que tu étais malade autour de toi? Parce que beaucoup de personnes n'osent pas en parler. Alors, autour de moi, j'ai prévenu ma famille, j'ai prévenu mes amis proches. Euh, et puis après, non, j'en ai pas trop parlé. Parce que je ne voulais pas de ce que je vais appeler, alors très péjorativement, des gens un peu parasites qui vont venir te voir. Oh là là, ma pauvre Valérie, t'es malade, gna 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 gna. Ouais, enfin, tu t'occupes pas de moi d'habitude. Tu me croises dans le rue, tu me dis à peine bonjour. Et là, tu viens, oh là là, Valérie, t'es malade, si t'as besoin, je suis là. Non. Je voulais pas de ça. Je voulais pas de cette fausse compassion. Et je ne voulais pas de compassion du tout, en fait. Comme je le dis souvent, ma maladie, je l'ai vécue comme une expérience de vie. Ça n'a pas été quelque chose de péjoratif pour moi. J'ai accepté les gens qui sont venus me voir et je portais un bonnet et parfois, bah, comme c'était l'été, j'avais très chaud et je demandais aux gens est-ce que ça t'ennuie si j'enlève mon bonnet et les gens me disaient bah non et puis finalement voilà. Mais volontairement, j'ai pas ébruité tant que j'étais dans le dur de la maladie, je l'ai pas ébruité. Après, j'ai fait des articles dans le journal, donc ça c'est autre chose. Mais par exemple, ma belle-mère qui est malade et qui est très âgée, qui a 93 ans, on n'a pas voulu l'inquiéter, donc Oui, on lui en a c'est pas parlé. normal. Hein, tu vois, les tantes aussi de mes tantes qui sont très très âgées, je leur ai rien dit. Je leur ai juste dit voilà, j'ai été malade, maintenant ça va mieux, terminé. Et les gens se sont pris la tête dans les mains en disant mais pourquoi tu nous as rien dit? Mais qu'est-ce que ça aurait changé que je vous le dise? Franchement, moi, ça m'aurait rien apporté. Vous, ça vous aurait créé de l'inquiétude. Et le fait est, c'est qu'on se voit et tout va bien. Donc, c'est le principal. C'est ça le principal, vraiment. Et en as-tu tiré une leçon ou un message ou quelque chose, toi personnellement, de cette épreuve, de ce que tu as vécu? Alors, moi, la leçon que j'en tire, c'est de m'écouter un peu plus. Mais vraiment. Et quand je dis je fais pause et je m'occupe de moi, je fais pause et je m'occupe de moi. Je m'autorise aujourd'hui à dire non, ce que je ne faisais pas, que ce soit de façon personnelle ou professionnelle. Donc aujourd'hui, je sais dire non. Même à mes enfants, quand ils me disent ouais maman, on débarque pour venir manger, j'adore mes enfants. Mais à un moment, si je suis pas ok avec moi-même et si je suis trop mal, alors je vais leur dire bah ouais vous venez, mais bon là je vais pas bien. Donc ils vont comprendre que voilà. Et puis quand il y a des choses qui me plaisent pas, je le dis. Alors déjà je le disais avant, mais aujourd'hui je le dis d'autant plus. Un truc que j'ai pas envie de faire, eh ben, alors c'est aussi les bénéfices secondaires de la maladie, c'est que parfois, quand les gens savent qu'on est malade et puis que ben, on prévoit par exemple une sortie avec des amis, tout ça, et que au moment à l'arrivée de la sortie, ben on se sent pas bien, on n'a pas envie. Ben ouais, je me suis autorisée à dire ouais, je suis fatiguée, je vais pas venir. Mon compagnon va venir s'il veut, mais moi c'est pas contre vous, mais je vais m'écouter, je vais pas me forcer. Je sais que ça me ferait du bien et plaisir de vous voir, mais là aujourd'hui c'est pas possible. Donc ça m'a appris ça. Ça m'a appris juste à écouter mon corps, à écouter mes envies, à écouter mon cœur et ne plus culpabiliser de dire bah non aujourd'hui je suis pas bien, je peux pas. Mais il faut, je dois. Il y a C'est qu'à ça. faucon. Donc il y a qu'à faucon. C'est ça. Donc maintenant j'arrête d'avancer tête baissée et je réfléchis beaucoup plus. Je suis un peu moins frontale. Je dis un peu moins parce que je suis quand même bélier, donc faut que ça avance. Et c'est peut-être ça en fait qui fait que je suis là comme ça aujourd'hui. Mais oui, oui, je m'autorise à dire, voilà, à partager si j'ai envie de partager, à ne pas partager si j'ai pas envie. Et puis voilà quoi. C'est voilà. Globalement, ce que j'ai appris sur moi, c'est que je suis capable de dire non et que ça ne pose aucun problème à personne et que les gens acceptent. Dans la mesure où on dit gentiment et qu'on ne le dit pas de manière agressive, ni Oui, ah, je vais alors pas. je pense que les gens ils acceptent aussi parce qu'ils savent qu'on est malade et que du coup ça permet de dédouaner un peu en disant ouais elle est fatiguée, on comprend, t'inquiète pas, nana. Alors que des fois c'est juste que j'ai pas envie de les voir. Mais clairement, des fois j'ai envie de voir personne, je prévois un truc et puis j'annule parce que j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. C'est vrai que des Donc fois, ça paraît plus.
C'est trop lourd à faire, trop dur, trop sans qu'on ait les Oui, mots pour. c'est se créer des obligations là où il y en a pas forcément. Donc, bah maintenant, je m'oblige plus à rien. Alors, je fais pas n'importe quoi non plus, on est d'accord. Mais, Ah bon? mais voilà, je m'autorise ces temps pour moi. Même mon compagnon, on vit pas ensemble, on a chacun notre maison. Mais parfois, bah, je m'autorise aujourd'hui à lui dire, bah non, ce soir, on va pas se voir parce que je suis fatiguée, je suis pas bien, ou alors tu viens manger puis tu restes pas, quoi. Et ça a ouvert ce dialogue-là, même dans le couple. Donc ça, c'est super important. Quelque part, c'est aussi apprendre à se respecter, ce qu'on nous a jamais appris, surtout nous les femmes. Faut toujours Oui, être tout à fait. au Mm. service, des parents, des enfants, du mari, en tant qu'humain du travail avant tout. Enfin, il y a toujours tout qui passe avant nous. C'est ça, D'autant c'est plus dans un ça. métier de Et santé. oui, oui, oui. Et surtout, et oui, quand tu dis oui, on est au service de l'autre, oui, et du coup, les liens se sont modifiés, même dans la famille. Les liens se sont modifiés, euh, comment dire, les liens qui étaient déjà très forts, notamment avec mes enfants et parce que j'ai pas une grande famille, hein, donc notamment avec mes enfants et mon compagnon, ces liens-là, ils se sont renforcés, mais très subtilement. C'est-à-dire que c'est pas mes enfants, ils ont jamais été là, oh, maman, gna 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 gna. Mon fils aîné a eu très très peur que quand je lui ai dit que j'avais un cancer, et lui, il a refusé de me voir sans cheveux parce que il a quand il était plus jeune, il avait une dizaine d'années, il avait un copain et sa maman est décédée d'un cancer du sein. Ça a été d'abord un cancer du sein qui a été en rémission et puis ça s'est propagé, un cancer généralisé. Et il a vu cette maman qui perdait ses cheveux, qui devenait toute maigre et qui est décédée, qui a fini par décéder. Ils avaient 11 ans, 10, 11 ans. Et il a pris ça très violemment. Bah Normal. oui, il m'a dit, Luc, il a plus sa maman. Bah oui. Et donc, quand je lui ai parlé de mon cancer, il s'est effondré. Il s'est vraiment effondré. Et c'est sa femme hein, que j'avais eu au téléphone qui m'a dit mais je vais lui parler, je vais lui expliquer. Je lui dis mais dis-lui que je vais pas mourir, dis-lui que je suis juste malade et je veux qu'il le sache, je veux pas qu'il y ait de surprise. Mais après le deal entre nous c'était maman je veux pas te voir sans cheveux. Donc je mettais ma perruque pour aller le voir et puis quand il venait me voir et puis voilà. Et puis mon autre fils par contre qui lui est tout aussi sensible mais qui est très différent parce que ben avec lui on a rigolé de ça. Ah bah t'as la boule à Z, bah tiens bah pour Halloween tu pourrais te déguiser en fantomas, hein, t'as pas besoin de Ouais. perruque. Et puis on a beaucoup plaisanté, mais ça le touchait très profondément aussi que je sois malade. Mais l'aspect physique c'était autre, c'était pas important pour lui. Un jour je lui ai dit écoute j'ai chaud, est-ce que il m'a dit mais oui maman pose ton truc, t'as juste pas de cheveux, tu restes ma mère. Et quand il a eu dit ça il a tout dit en fait. Voilà. Et surtout cette légèreté, garder cette légèreté entre membres de la famille, entre vous. C'est pas parce qu'on est malade qu'il faut tous avoir une tête d'enterrement Exactement, et puis nous mettre exactement. dans du coton. Moi, je disais à mon mari, mais tu es plus malade que moi. Moi, je riais de moi-même. Lui, il était effondré, Mhm. t'as pas mal. Bon, je comprends. J'aurais agi de la même manière par rapport à lui. Bien Mais, sûr. bah, pour moi, c'était bon, bah, un combat, voilà. Enfin, essayer Oui, d'aider les médecins au maximum. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, as-tu mis en place des choses? As-tu utilisé des techniques? Qu'est-ce qui t'a aidé dans dans ce parcours médical? alors, ce qui m'a aidé, c'est déjà mon optimisme, je pense. À la base, voilà. J'ai toujours eu le smile et même quand j'allais en chimio, les filles, elles me voyaient arriver, elles m'entendaient rire aux éclats dans le service alors que tout le monde faisait la gueule là, avec et je me suis toujours habillée de façon colorée, de façon parce que pour moi la vie continue en fait. Ma vie s'est pas arrêtée le jour où on m'a dit que j'avais un cancer. Je suis comme ça et j'ai accentué ce côté-là parce que j'avais besoin de ça. Je mettais du rouge, je mettais du jaune, les masques pour aller à l'hôpital, j'ai acheté des masques avec plein de couleurs. D'ailleurs, les infirmières, elles étaient un petit peu jalouses. Je leur ai fait cadeau à Noël. J'ai acheté plein de masques de toutes les couleurs avec des Pères Noël, avec des reines de Noël et puis des couleurs et elles étaient ravies, ravies. Et quand j'étais dans les services, bah, j'arrivais avec
mes foulards de toutes les couleurs. Enfin voilà, tu sais comment je suis, à ce côté un peu pin-up toujours, avec des trucs qui brillent, des trucs un peu Girly. girly. Voilà. Et j'arrivais dans le service et j'avais l'impression d'être un extraterrestre au milieu de tous ces gens, parce qu'il y avait des femmes, bien sûr, qui avaient des chimiothérapies. Et puis, bah, il y avait d'autres personnes hein, aussi qui avaient d'autres cancers et d'autres chimiothérapies. Et j'avais l'impression d'être l'extraterrestre au milieu de tous ces gens qui faisaient la gueule, quoi. Et moi, je me suis dit, mais quel dommage qu'il n'y ait pas un espace de parole dans ce service pendant qu'on a la chimio, avec des gens qui ont envie de venir. Et puis, ben, on discute, on rigole, on se raconte des conneries. Oui, ben moi là, ça me colle la courante, le traitement. Je suis obligée de courir aux toilettes. Avant, ça m'arrivait jamais. Enfin, tu vois. Mais parler de la vie, en fait. Et je La vie trouve que c'est continue. la vie continue, la vie est là. En fait, elle est en nous et elle n'est pas en veille. Au contraire, pendant qu'on est malade, j'ai envie de dire, on est encore plus vivant. Mm. On est Oui, encore plus vivant parce que tout se réveille, le corps, l'esprit. On est à l'affût des petits signes qui font que voilà. Moi, je sais que sur la fin de ma chimio, par exemple, alors pendant la chimio, j'ai pas eu de bol hein, parce que je me suis quand même collé un Covid hein, pendant la chimio. la totale. J'ai eu droit au Covid que j'avais déjà eu avec 5 vaccins, donc quand même, voilà. Hein. Euh, et à la fin de mon traitement, je ne sentais plus le goût salé, par exemple. Donc tout ce que je mangeais, c'était insipide et je faisais de la cuisine et mon mec il me disait mais non mais Valérie, il faut que tu arrêtes là. Donc à la fin, je salais plus rien parce que il me dit mais ça c'est hyper salé. Mais je dis mais non, ça n'a pas de goût. Et, et voilà, c'est des petites choses, c'est le quotidien, c'est la vie. Et moi je me suis dit bah ouais, je me suis dit c'est pas ma vie s'arrête pas là. Ma vie va pas s'arrêter maintenant. Au contraire, je vais vivre 2 fois plus et je vais vivre encore plus intensément. Et donc, as-tu un mot de la fin pour nous? Aurais-tu quelque chose que tu voudrais partager, que tu voudrais... Alors, qu'est-ce que je pourrais partager certes, la maladie, c'est un sale coup dans la vie. Certes, la maladie, c'est quelque chose qui peut avoir des consonances négatives. Mais la maladie, ça permet aussi de se découvrir soi-même. Ça permet aussi de recaler les choses, de recaler ses propres valeurs. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a permis. Et aujourd'hui, on ne meurt plus du cancer du sein. Il faut le savoir, ou quasi plus. Et, euh, et rester optimiste quoi qu'il arrive. Gardez le smile, euh, voilà. Et puis entourez-vous de personnes qui vous portent aussi. Les gens qui viennent là, gnangnan, oh t'es malade, mon pauvre, ça vous les virez ces gens-là, ils sont pas bons pour vous. Non, non, vous êtes avec des gens qui vivent et qui ont envie de vivre. Et les douleurs vont pas disparaître, mais seront beaucoup plus supportables. Et les traitements seront beaucoup plus supportables. Et autorisez-vous aussi à dire non, à dire non. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de me recentrer sur moi. Moi, j'ai eu besoin de me mettre dans ma coquille des fois, de fermer toutes les portes et de me dire voilà, j'ai besoin d'être seule. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais autorisez-vous à être vous-même surtout. Et ne vivez pas à travers la maladie, mais vivez pour vous. Eh bien, merci beaucoup pour ce beau message d'espoir qui, j'espère, eh bien, aidera beaucoup de femmes qui l'écouteront. Et J'espère puis, aussi. eh bien, je te souhaite bonne route avec ton humour, avec ton côté girly, et puis eh bien plein de bonnes choses avec ton hormonothérapie, avec le reste de ton traitement. Et je te donne rendez-vous en octobre pour notre prochaine cure. Merci Françoise. Et puis sinon, bien merci beaucoup pour ce témoignage, parce que c'est vrai, on a besoin de témoignages d'espoir, de rire. Comme je dis toujours, la vie est belle, même si elle peut être cruelle parfois. Mais il faut garder Exactement. ça. La vie est belle. Faut en profiter. Faut savoir la déguster. Par petites bouchées, comme on peut, mais à pleines dents.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous toutes qui êtes restées jusqu'au bout. Au revoir et merci. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel entretien avec Janice, une nouvelle guerrière qui a connu la leucémie lorsqu'elle était enfant et qui en a fait une force de vie. À bientôt!
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner, à le partager autour de vous ou à laisser un avis. Et si vous avez envie de témoigner, retrouvez-moi sur Facebook ou via le lien en description. Alors, à très bientôt dans Salade de crabe pour un nouvel épisode dans lequel vous retrouverez Valérie. À la semaine prochaine!